nous allons maintenant accueillir notre première intervenante. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po. Elle est présidente de l'Association française de sciences politiques depuis 2005 et y anime le groupe FEL, Futur des études électorales. Elle est responsable de la série Contestée aux presses de Sciences Po, consacrée aux transformations des modes d'action collective. Elle co-anime le séminaire de recherche Les sciences sociales en question, grande controverse en sciences sociales. Ses recherches portent sur les attitudes et comportements politiques, l'extrémisme de droite, les nouvelles formes de racisme et d'antisémitisme. Ses travaux récents explorent les effets politiques du genre et de la précarité sociale. Je vous remercie d'accueillir Nona Meyer pour Précarité politique, participation, les processus d'accès à l'autonomie et à la citoyenneté. Bon, je vais essuyer les plâtres. Merci de m'avoir invité, parce que c'est assez rare qu'il y ait des occasions de dialogue entre chercheurs et acteurs de l'intervention sociale, donc je ne pouvais qu'accepter. Et je vais vous présenter une recherche hybride. Elle s'appelle P3, Précarité, Participation et Politique. Mais avant de vous présenter P3, je voudrais vous dire comment l'idée de cette recherche est venue. En fait, ça remonte à une première enquête qui s'appelait Vote pauvre, qu'on avait menée avec Céline Braconnier et une équipe de jeunes chercheuses sur le rapport aux politiques des personnes en situation de grande précarité, celles qui survivent grâce aux aides sociales et aux associations, celles pour qui 1 centime d'euro est 1 centime d'euro, celles qui vivent au jour le jour. Et donc, à la veille de l'élection présidentielle de 2012, on voulait voir ce que pensaient de cette campagne les précaires. Et donc, on a fait, il y avait tout un tas de dispositifs, mais il y avait surtout une grosse centaine d'entretiens qu'on a menés grâce aux associations et aux services sociaux auprès de personnes en situation de précarité, en allant dans les centres d'accueil de jour ou aux banques alimentaires. Nos collègues étaient un peu sceptiques. Ils nous disaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec les précaires ? De toute façon, ils ne s'intéressent pas à la politique, ils n'en ont rien à cirer de la politique. » Eh bien, ils avaient vraiment tort. Parce que les personnes que l'on a rencontrées, elles étaient d'abord très contentes qu'on vienne leur demander ce qu'elles en pensaient, parce qu'elles disaient « Personne ne s'intéresse jamais à nous. Aucun homme ou femme politique nous a jamais demandé ce qu'on pensait. » Et surtout, ces personnes avaient des idées politiques, elles avaient des préférences politiques, elles reconnaissaient les candidats sur une liste de photos de la campagne. Elles étaient traversées par les mêmes clivages que le reste du corps électoral, à ceci près qu'elles étaient quand même beaucoup plus anti-Sarkozy, le président des riches, et plus pour la gauche à l'époque, ça ne serait peut-être pas pareil aujourd'hui, et plus pour Marine Le Pen. Et elles avaient des formules extraordinaires, j'en cite une, à propos de Jean-Luc Mélenchon. Celui-là, il s'arroge le droit de parler au nom du peuple. C'est un riche qui parle au nom des pauvres. Et je pourrais vous en citer énormément. Ils savaient très bien ce que c'était que la politique. Mais le problème, c'est que ces personnes-là cumulaient les handicaps face à une participation effective, parce qu'elles étaient isolées, peu informées, mobiles, sans domicile stable. Elles étaient beaucoup moins inscrites que la moyenne. Elles allaient moins souvent voter. Et une partie de notre échantillon, d'ailleurs, n'avait pas le droit de voter. Mais ça nous a donné l'idée d'aller plus loin. On en a sorti un livre, Les Inaudibles, peut-être. Oui, voilà, avec la ligne brisée. Et on s'est dit, il faut essayer de réfléchir à la manière d'amener ces citoyens, citoyennes de seconde zone à une citoyenneté sociale, mais aussi politique, pleine et entière. Quels sont les obstacles à leur participation, à l'accès à l'autonomie, d'où le projet P3. Alors, le projet P3 a une particularité, c'est un PICRI. Alors, qui sait ce que c'est qu'un PICRI ici ? Bien. Un PICRI, c'est partenariat, institution, citoyen pour la recherche et l'innovation. Ça veut dire qu'on peut avoir des crédits si on fait un partenariat, laboratoire de recherche, organisation de la société civile à but non lucratif. Et donc, on a fait un PICRI. Alors, nous, c'est d'une part 3 chercheuses, Céline Braconnier, Florence Hegel et moi-même, Sciences Po Paris et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et l'organisation de la société civile à but non lucratif, elle a une représentante dans cette salle, et non des moindres, c'était les Petits Frères des Pauvres. Et pas les Petits Frères des Pauvres en général, la fraternité, la FRAT Paris Saint-Maur, qui s'occupe de reloger, de sortir de la rue des personnes de plus de 50 ans en situation de grande précarité.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, d'abord, je ne remercierai jamais assez Armelle de Guibert de nous avoir vraiment ouvert les portes de l'association des Petits Frères des Pauvres, contre tous les avis contraires. Elle nous a ouvert les dossiers des personnes accompagnées, parce qu'il y a des parcours très différents. On fait de l'observation participante pour saisir les interactions entre salariés, bénévoles et personnes accompagnées. Donc on voit ce qui se passe à l'accueil, ce qui se passe dans les entretiens, ce qui se passe dans les entretiens d'équipe au jour le jour. On a fait des entretiens individuels, on a commencé en janvier, donc on est en plein dedans. On fait des entretiens de groupe aussi, des focus group, avec uniquement des salariés, uniquement des bénévoles, uniquement des personnes accompagnées hommes, uniquement des personnes accompagnées femmes. Et pour libérer la parole, on leur montre des photos, des tests projectifs. Il y a par exemple celui-là, les fleurs, pas seulement du pain. On leur fait jouer des jeux de rôle. On demande aux personnes accompagnées de jouer le rôle du bénévole qui les reçoit quand ils veulent changer d'hôtel parce qu'ils ne l'aiment pas, et inversement. Donc voilà ce qu'on a fait avec eux. Et ça nous a permis d'abord une immersion en profondeur, qui n'est pas possible autrement, et deux, une immersion sur la longue durée. Parce qu'il y a des tas de manières de faire travailler ensemble des chercheurs et des acteurs de l'intervention sociale. Il y a je pense à ATD Carmonde, qui est prédécesseur dans le domaine, qui a fait des universités populaires, des ateliers de croisement des savoirs. Mais nous, notre PICRI, il a l'avantage de nous permettre de travailler sur le temps long, sur 2 ans. Et au bout de 2 ans, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on se contente de faire quelques entretiens. On voit les sujets qui fâchent, tout ce qui touche à l'argent, au reste à vivre, à la manière dont ces personnes accompagnées dépensent les aides qu'elles reçoivent. Alors maintenant, je ne vais pas parler très longtemps, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes ? Oh, je vais beaucoup trop vite alors. Bon, donc je vais y aller lentement cette fois-ci. Donc, quels sont les résultats de ce travail? Bon, on est au début, et on aura encore plein d'autres résultats. Mais ça nous montre surtout l'extraordinaire complexité des personnes accompagnées, de ce milieu. Quand on dit il faut mener à l'autonomie les personnes accompagnées, ça ne veut rien dire, parce qu'il faut vraiment y aller au cas par cas. Et parce que les personnes en situation de précarité ont énormément changé au cours des dernières années, et encore déjà depuis l'arrêt de la croissance, mais surtout avec la crise économique. On voit aujourd'hui en situation de précarité des familles, des femmes, des jeunes, l'image classique du clodo ou du SDF, il y en a encore, des gens qui ont toujours été dans la mouise depuis leur enfance, mais il y a de plus en plus des gens qui, comme ils nous le disent, j'étais quelqu'un de tout à fait normal. Et puis je suis tombée. Je suis tombée parce que ma femme est partie, parce que j'ai perdu mon travail, parce que j'ai eu un accident de travail. Et puis ils se mettent à boire, et puis ils sont dans la déprime, et puis ils se retrouvent dans la rue. Donc, il y a une partie de ces personnes qui sont tout à fait capables d'accéder très vite à l'autonomie, pour qui ça ne sera qu'un passage, la précarité. Ça, il faut quand même voir, il y a une étude de l'INSEE et de l'INED qui vient de sortir, qui montre que 1 SDF sur 10 a un diplôme du supérieur, que 1 sur 4 a un emploi. Donc tous les stéréotypes à propos de cette population sont faux. Ceux-là, ils peuvent plus facilement s'en sortir, aller vers l'autonomie. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment des accidentés de la vie, qui ont des gros handicaps, qui sont abîmés physiquement et psychologiquement. Et il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce qu'on a tendance à ne voir que ceux qui peuvent s'en sortir, mais il faut aussi prendre en compte ceux qui traînent derrière et qui ont beaucoup plus de handicap. Alors, il n'y a pas seulement une grande hétérogénéité de ce milieu, il y a une absence de solidarité. Pourquoi? Parce que quand vous dépendez des aides sociales, vous êtes en concurrence les uns avec les autres. Le sociologue Robert Castel avait bien montré les effets pervers, les effets de seuil et les effets de stigmatisation. Parmi les personnes qu'on interroge, il y en a qui nous parlent des mauvais pauvres. Eux, c'est les bons pauvres. Ça ne met pas dans une position de solidarité immédiate. Si on veut de la solidarité, il faut le temps qu'elle se construise. Troisièmement, les bénévoles et les salariés, eux aussi sont très divers. Et c'est une population en pleine évolution. Il y a la figure du retraité, qui fait ça après la retraite, ancien cadre, puis il y a la figure des jeunes. Mais aujourd'hui, la profession de bénévole, si je peux dire, se professionnalise. Et donc, il y a des tirages, il y a des conflits même, des tensions entre bénévoles et salariés, ceux qui ont un diplôme, ceux qui ne l'ont pas, du travail social, et au sein des bénévoles. Et surtout, ils ont des images différentes de la manière d'aider les personnes à s'en sortir. Tout le monde nous dit aux Petits Frères des Pauvres, c'est une famille. Vraiment, c'est une famille, j'ai retrouvé du lien. Mais dans la famille, il y a le père et la mère. Il y en a qui sont plutôt sur le rôle paternel, autoritaire, discipline. Il y en a d'autres qui sont sur le rôle maternage.
entre les deux, c'est pas toujours facile de trouver quelle est la meilleure voie pour accompagner et aider les personnes à s'en sortir. Maintenant, si je prends la parole des personnes accompagnées, qui est sans doute pour nous la plus importante, et les focus group, eh bien, ils ont des attentes. La première attente, à notre surprise, au fond, c'est qu'ils ont besoin de règles. Ils disent, nous, on était hors de la société. Pour eux, l'association, c'est un sas qui va leur permettre de retrouver la société, de réapprendre les règles et le savoir-vivre. Et avant même d'avoir des règles de vie en groupe, ils nous disent il faut réapprendre à être une personne, à retrouver une dignité. Je pense à une femme qui était dévorée de piqûres de puces à cause du logement où elle était, et qui était tellement défigurée qu'elle ne voulait pas se déshabiller devant l'infirmière et le médecin. Maintenant, ça y est, elle a dit maintenant, j'ose me regarder dans une glace. Autrement dit, avant d'arriver au nous, à l'action collective, il faut d'abord reconstruire le je. Il faut dire « je » avant de dire « nous ». Maintenant, quand on les interroge et on leur a fait passer des slides pour essayer de voir comment eux se voyaient là-dedans, qu'est-ce qui est le plus utile, à quoi ça sert, bon, ils étaient assez méfiants à l'égard de l'action collective, surtout de la violence, même des sit-ins. Leur première demande, c'est parler. Et pas parler dans l'entretien de face à face pour la énième fois, ils vont raconter leur parcours et les aides auxquelles ils ont droit. Non, parler d'autre chose que de la précarité. C'est pour ça qu'elles étaient tellement heureuses, les personnes qu'on leur demande de parler de la politique. La deuxième chose aussi, à notre surprise, c'est que beaucoup nous disent qu'ils voudraient bien aller voter. Bon, elles ont déménagé 10 fois, elles sont inscrites à leur ancienne adresse, c'est compliqué les paperasses, est-ce qu'on pourrait les aider à voter? Et celle qui l'a fait, elle a dit « Ah, maintenant, ma voix compte. Maintenant, je suis redevenue citoyenne. » Et c'est très important, il suffirait de si peu de choses pour que ces citoyens de seconde zone redeviennent des citoyens à part entière. Et puis, il y a une troisième chose, mais je suis en train d'oublier, qu'ils réclament, la parole. En tout cas, il y a une chose qu'ils ne réclament pas tellement, c'est la représentation. Il y a bien sûr, et ça fait partie de notre recherche, la loi de 2002, la situation expérimentale du CNLE, le collège des personnes en situation de pauvreté et de précarité. Ça ne leur dit pas grand-chose. La majorité des personnes accompagnées n'en ont pas entendu parler, ou si elles en ont entendu parler, elles ont oublié. Elles ne se sentent pas représentées. Ce qu'elles voudraient, d'abord, c'est se reconstruire. Et j'ai retrouvé enfin la troisième chose, en dehors du vote, de la parole, c'est l'idée d'avoir un face-à-face direct avec les élus. C'est leur dire. On le retrouve dans nos entretiens de 2012 comme d'aujourd'hui. Je voudrais leur dire aux candidats, je voudrais qu'ils viennent un jour vivre avec moi et qu'ils comprennent ce que c'est que la galère pour trouver quelqu'un pour garder ma fille et aller à l'autre bout de la ville pour trouver un boulot. C'est un petit peu ce que disait le père Wresinski quand il disait qu'il les conduirait face au bidonville de Noisy-le-Grand, il les conduirait aux marches de l'Élysée, aux marches de l'ONU et aux marches du Vatican. Et donc pour nous, le PICRI, ça a été une occasion formidable de travailler avec les petits frères des pauvres, avec la frate Saint-Maur. Et je crois que c'est un problème fondamental dans une démocratie. C'est-à-dire l'exclusion sociale mène à l'exclusion politique. Et je terminerai sur les mots d'une étude américaine où il y a exactement, même peut-être en pire, ces problèmes d'exclusion sociale menant à l'exclusion politique. Elle dit, au fond, les riches, ils rugissent. Alors les gouvernants les entendent très bien. Mais les pauvres, ils chuchotent. Ou alors ils se taisent. Il faut leur redonner la parole. Voilà.